et perspectives en matière de recherche. Merci beaucoup. Je vais essayer de rattraper un peu le retard. Donc vous avez bien compris qu'arrivant juste avant le repas, en fin d'attention, et quand tout le monde a parlé de la recherche, j'ai quand même une mission un peu compliquée. Donc j'ai essayé de slalomer pour essayer de ne pas dire ce qui a déjà été dit. Donc déjà j'ai pris le parti, donc ça c'est les mêmes conflits d'intérêts que tout à l'heure. J'ai pris le parti déjà de faire un petit bilan sur le nombre de publications. Donc les publications qui sont sur PubMed, qui est un site qui regroupe toutes les publications scientifiques, ce sont des publications qui ont été revues, on dit par nos pairs, c'est-à-dire qui ont été revues par des reviewers qui jugent notre travail. Donc ça, c'est la maladie à corps de Lévy. Sur PubMed, ça commence en 1972. Ne me demandez pas pourquoi. Donc vous voyez, après j'ai pris une date arbitraire de 95. Il y en avait 59 en 1995 et 631 en 2022. 2023 n'étant pas encore fini, on n'a pas le chiffre. D'accord ? Donc vous voyez, il y a eu une multiplication du nombre de publications quasiment par 10. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Après, j'ai comparé à d'autres maladies. Donc, maladie de Parkinson, le début est en 1903, donc vous voyez, c'est beaucoup plus ancien. En 95, on avait 1300 publications et un peu moins de 9000 en 2022. Donc, c'est beaucoup plus, ça n'a rien à voir. Si on compare à la maladie d'Alzheimer, ça a commencé un petit peu après la maladie de Parkinson et vous voyez, à la même année, on avait quasiment le double de publications que la maladie de Parkinson, 2000, et là on arrive dans les 15 000. Donc clairement, il y a une question de durée, plus on publie depuis longtemps et plus ça va augmenter, mais il y a aussi une question probablement de fréquence de la maladie, parce que si on s'intéresse à une autre maladie neurodégénérative qui est pour elle beaucoup moins fréquente, eh bien la dégénérescence frontotemporale, le début des publications répertoriées, c'est 1975, quasiment comme la maladie à corps de Lévy, mais vous voyez, en 95, il y en avait 6 contre quasiment 60 pour la maladie à corps de Lévy, et le pic, ça a été en 2021 avec 58 contre 600 pour la maladie à corps de Lévy. Donc vous voyez, la comparaison du nombre de publications donne aussi un peu la dynamique scientifique autour des maladies, mais elle est aussi très liée probablement à la fréquence de la maladie. Donc, ensuite, je me disais que ça, personne ne l'aurait fait. J'ai fait un petit bilan des protocoles en cours sur un site qui s'appelle clinicaltrials.gov. Donc, c'est un site sur lequel nous sommes tenus de déclarer la recherche clinique que l'on fait. Alors, la petite subtilité, c'est que les recherches rétrospectives, souvent, ne sont pas forcément déclarées, parce que c'est des comités d'éthique, on ne va pas forcément déclarer sur un clinical trial, en tout cas si c'est des données qui datent de longtemps. Et la deuxième chose, c'est qu'on déclare sur Clinical Trial une fois qu'on a les autorisations. Donc, il y a probablement plein de protocoles qui n'y sont pas encore. Donc, si on tape Lewy Body Dementia, ça veut dire qu'on va avoir tous les protocoles qui concernent la maladie à corps de Lévy, mais pas forcément que la maladie à corps de Lévy. Dans le monde, il y a répertorié 185 études, dont 117 de terminées, 60 en cours, et 8 qui sont inscrites dans Clinical Trial, mais qui ne sont pas encore débutées. Donc il y a 16 essais thérapeutiques, donc vous voyez, c'est encore assez faible. Et tous, sauf 4, se passent aux USA. Alors pourquoi aux USA ? Parce qu'il y a des essais thérapeutiques financés par les industriels, mais il y a aussi des essais thérapeutiques financés par les universités. Et pour ceux qui connaissent, on ne va pas en parler ici, mais le modèle économique des universités américaines n'est pas tout à fait celui des universités françaises. La température moyenne de la pièce en témoigne. Et ensuite, il y a 20 études cliniques sur le diagnostic, l'évolution, la fin de vie, les facteurs de risque. Et là, vous voyez, c'est un petit peu plus réparti. Il y en a évidemment beaucoup aux USA du fait du nombre, mais il y en a en Norvège, il y en a en Danemark, il y en a en Chine, en Finlande, en France, en Italie. Pour ce qui nous concerne plus précisément en France, on a 27 protocoles répertoriés dans Clinical Trial, 14 terminés, 4 en cours de recrutement et 9 qui vont débuter. Donc vous voyez, c'est pas rien, on est assez dynamique. Il y a un essai thérapeutique chez Frédéric sur la RTMS en cours de recrutement. Et sinon, la recherche concerne surtout le diagnostic, le pronostic, le mécanisme de la maladie ou notamment un essai qui va préparer à un essai thérapeutique. Donc la France est en fait le numéro 1 dans Clinical Trial, le numéro 1 des pays européens en termes de protocole de recherche. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle.
Les protocoles en cours en France, donc j'ai pris ceux que j'avais disponibles sur Clinical Trial. Donc à Strasbourg, il y a l'essai thérapeutique sur la stimulation magnétique. Bon, ça me gêne d'en parler devant Frédéric, il en parlera mieux que moi évidemment. Il y a une étude sur la mémoire autobiographique avec Nathalie Philippi et Alice Tisserand qui fait sa thèse dessus. Il y a une étude qui va chercher à corréler les liens entre biomarqueurs dans la ponction lombaire et l'imagerie cérébrale avec Olivier Bouzige et Elena Chabran qui est ici. Donc voilà les 4 principaux essais qu'on trouve dans Clinical Trials. Et chez nous, on a diagnostic de maladie à corps de Lévy, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par une approche multimodale. La clinique, l'électroencéphalogramme, l'IRM, les marqueurs biologiques, par Esteban Munoz qui nous a récemment rejoint et Chonette Gobert. L'exploration d'une enzyme dans le sang qui est responsable d'une maladie qui s'appelle la maladie de Gaucher. Et dans la maladie de Gaucher, dans les familles de maladies de Gaucher, il y a beaucoup de maladies à corps de Lévy. Et donc, il y a un lien qui a été montré chez l'animal entre la glucocérébrosidase et la maladie à corps de Lévy. Donc, on explore cette voie. Et puis, on explore aussi le lien entre audition et altération cognitive, puisque, vous le savez, l'audition est le premier facteur de risque modifiable d'altération cognitive. Ensuite, il y a une thématique qui est montante et qui est en train de devenir nationale. On collabore avec Rouen, avec Strasbourg sur ce sujet. Et on voit quand même beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. C'est maladie bipolaire et maladie à corps de Lévy. En fait, la première étude, c'est une jeune Master 2 qui s'appelait Amina, qui a été financée par A2MCL et qui a comparé 62 personnes qui souffrent de maladie bipolaire et qui ont des troubles de la mémoire avec 112 personnes qui souffrent de maladie à corps de Lévy et qui n'étaient pas bipolaires. Et ce qu'on s'est rendu compte, elle a fait une étude très très fine de tous les dossiers, c'est que quasiment 76% des personnes bipolaires avec troubles cognitifs répondaient aux critères de maladie à corps de Lévy. Donc vous voyez, la pratique clinique, ça n'est pas si simple. C'est que ces patients bipolaires, ils ont aussi des fluctuations, ils ont parfois des hallucinations, des troubles du sommeil, ils sont extrapyramidaux, etc. Et donc là, ils sont en train de creuser la question en regardant quelles sont les différences à l'IRM. Et on trouve, vous voyez, des différences entre les patients bipolaires et les personnes qui souffrent de maladie à corps de Lévy et l'imagerie nucléaire. Donc l'hypothèse émise, c'est qu'il y a un dysfonctionnement et des mécanismes physiopathologiques partagés, mais que ça reste 2 maladies différentes. Et cette histoire, sous la coordination de Emmanuel Cognac, qui est maître de conférence dans mon service, eh bien, on va faire la RT Quick dont parlait Frédéric tout à l'heure dans le liquide cérébrospinal de ces personnes qui souffrent de maladies bipolaires avec troubles cognitifs et des personnes qui souffrent de maladies à corps de Lévy pour voir si on obtient les mêmes résultats. Et puis on a aussi, grâce à une collaboration avec la banque cérébrale de Hollande, la Brain Bank, on va pouvoir travailler sur des échantillons de cerveau pour voir si c'est vraiment les 2 mêmes maladies ou si ce sont juste des mécanismes partagés. Ensuite, alors là je me suis glissée sur le TEP, j'ai trouvé ça. Donc en fait, il y a un TEP qui existe et qui explore les voies cholinergiques, mais dans le système digestif. Et c'est une étude assez intéressante dans Brain, et qui ont montré que pour explorer le système nerveux autonome dans la maladie à corps de Lévy, via vous voyez là, un nom que je ne prononcerai pas, on recherche à voir les vésicules d'acétylcholine partout dans le corps. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait ces TEP. Alors c'est assez fastidieux, donc il y a peu de patients. Et ils ont exploré en parallèle les mesures cliniques dysautonomiques. Et vous voyez, ça donne des belles images. Et donc ça, c'est un patient, c'est un contrôle. Ça, c'est un sujet contrôle. Et ça, c'est une personne qui souffre d'une maladie à corps de Lévy. Donc on voit une diminution de la prise de contraste des vésicules cholinergiques. Et en fait, cette diminution, elle est surtout au niveau du pancréas et au niveau du côlon. Alors, ça reste un examen, je pense, fastidieux, mais qui aurait peut-être moins les inconvénients que le MIBG avec ses nombreuses contre-indications avec les traitements et ses nombreuses confusions avec d'autres pathologies. Donc voilà, ça c'est sûrement une nouveauté en termes d'imagerie nucléaire et une imagerie qu'il faudra surveiller pour voir si elle peut être utile chez nos patients. Et enfin, je voulais finir pour gagner du temps, mais aussi donner une vraie nouvelle. En plus, elle vient de l'Université de Bordeaux. Il y a eu récemment publié un article dans Nature d'une collaboration entre l'Université de Bordeaux, des chercheurs qui travaillent sur les mécanismes de la maladie à corps de Lévy et une équipe de neurochirurgie de Lausanne,
où ils ont disposé une neuroprothèse chez un patient qui souffrait d'une maladie de Parkinson. Donc ça, il y a une petite histoire en fait. C'est Jocelyne Bloch à Lausanne qui travaille sur ces neuroprothèses depuis 2016 et qui avait déjà implémenté une neuroprothèse pour corriger la motricité d'un membre déficitaire chez un patient. Et c'est des neuroprothèses médulaires, hein, c'est pas des neuroprothèses corticales. Et en fait, l'objectif de ce travail-là, c'était de voir si ça pouvait fonctionner sur les troubles moteurs de la maladie de Parkinson et notamment de la maladie de Parkinson évoluée. Là où le Modopar et tout l'arsenal thérapeutique de la maladie de Parkinson fonctionne moins. Et chez ces patients qui sont résistants au traitement et qui sont vraiment bloqués sur le plan moteur. Donc le principe, ça cible la moelle épinière. Alors c'est un peu étonnant pour nous neurologues puisqu'on pense que tout se passe dans le cerveau, notamment dans les voies dopaminergiques. Et manifestement non. Et l'idée, voilà, c'est de stimuler, il n'y a plus de projection, c'est de stimuler sur le plan électrique la moelle épinière pour harmoniser la marche et corriger les troubles moteurs. Donc, ils l'ont d'abord montré chez un modèle animal de maladie de Parkinson. Ils ont restauré la marche chez le modèle animal. Alors ça, c'est très fréquent. Hein. Dans les essais thérapeutiques, tout marche chez l'animal et 95% pas chez l'homme. Eh bien, pas là. Puisqu'ils ont implanté un premier patient qui a fait la lune de certains journaux avec des photos et tout, c'était bien, de 62 ans qui vit avec la maladie de Parkinson depuis 30 ans. Et ils lui ont posé 2 neuroprothèses au niveau médulaire et ces 2 électrodes qui vont aller stimuler la région de la moelle qui va contrôler l'équilibre. Donc voilà, alors je connais Jocelyne Bloch en fait, donc je l'ai contactée pour savoir si elle était intéressée pour faire un essai dans la maladie à corps de Lévy. Donc ils ne sont pas inintéressés, mais pour l'instant ils attendent une autorisation pour pouvoir faire plus de patients dans la maladie de Parkinson, puisque les autorités de santé demandent en Suisse et en Europe que d'abord ils confirment ça chez d'autres patients dans la maladie de Parkinson pour ensuite pouvoir étendre les indications et notamment la maladie à corps de Lévy. Donc voilà, je trouvais que ça, c'était vraiment une jolie découverte, une belle innovation, et en plus locale. Donc, si on fait une petite synthèse de la recherche actuelle, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de chemin parcouru quand même. Vous voyez, le nombre de publications augmente, la place de la France augmente, la maladie à corps de Lévy, on en parle de plus en plus. On voit qu'il y a des jeunes qui s'y intéressent et les équipes grossissent sur le sujet. Il y a vraiment une dynamique de recherche. À moyen terme, notre objectif, c'est d'avoir un diagnostic plus précis, parce que vous l'avez compris, là, c'est une convergence d'arguments, mais on n'a pas le biomarqueur qui nous ferait dire c'est une maladie à corps de Lévy de façon certaine. Donc il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Il y a mieux diagnostiquer, y compris mieux diagnostiquer les formes cliniques, mieux phénotyper, c'est-à-dire avoir une meilleure description des patients sur le plan IRM, imagerie nucléaire, biologique, clinique, etc. et mieux prédire leur évolution. Et puis bien sûr définir des cibles thérapeutiques dans les populations cibles. Et je vous remercie de votre attention.